Bienvenue. L'histoire qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est celle d'une résistance qui semblait impossible. C'est l'histoire du courage d'une femme qui est devenue la chef de guerre de son peuple face à ce qui était, à l'époque, le plus grand empire du monde. C'est la question qui est au cœur de tout, non? Comment une agricultrice, une grand-mère d'une soixantaine d'années, a-t-elle bien pu prendre la tête d'une armée et déclarer la guerre à l'Empire britannique? Pour le comprendre, il faut qu'on rembobine un peu. Alors, imaginez la scène. On est en 1900, dans l'actuel Ghana, le sol tremble, l'air sent la poudre à canon. Et là, au milieu des guerriers, on voit cette silhouette se détacher. Foulard blanc sur la tête, un regard implacable. Ce n'est pas une guerrière comme les autres, c'est Ya Asantewa. Et elle est en train de mener son peuple dans une bataille pour son âme. Pour bien saisir cette histoire, il faut d'abord comprendre qui était Ya Asantewa. Elle n'était pas juste une reine, elle était une reine-mère. Et ce titre, il lui donne une autorité très particulière. C'est vraiment la clé pour comprendre comment elle a réussi à galvaniser toute une nation. Mais avant même de parler de la guerre, c'est essentiel de comprendre pourquoi elle se battait. Ce n'était pas pour un territoire, ni pour le pouvoir. Non, c'était pour quelque chose de bien plus profond. Pour saisir son geste, il faut d'abord comprendre un peu le monde des Ashanti. Ya Asantewa, ce n'est pas n'importe qui. Dans la société Ashanti, la lignée se transmet par la mère. La reine-mère, ce n'est donc pas du tout une figure symbolique, elle est au cœur même du pouvoir. C'est elle qui nomme les chefs, qui les conseille et qui a même le droit de les critiquer en public. Son pouvoir était donc totalement légitime, bien avant qu'elle ne prenne les armes. Et là, on touche au cœur du conflit, le Sikadois, le trône d'or. Pour les Britanniques, bon, ce n'était qu'un joli trophée en or. Mais pour les Ashanti, c'est une toute autre histoire. La légende dit qu'il est descendu du ciel. Personne, absolument personne, n'a le droit de s'asseoir dessus. Pourquoi? Parce qu'il est le réceptacle de l'âme de la nation, des esprits des ancêtres, des vivants et des générations futures. Le toucher, c'est une profanation de l'existence même du peuple Ashanti. On en arrive maintenant au moment où la tension atteint son point de rupture. Les Britanniques y sont installés sur la côte depuis des décennies et ils lorgnent sur les richesses de l'Empire Ashanti. La pression monte et une série d'événements va mener à l'inévitable. La stratégie britannique est méthodique. Ils ne font pas que menacer. En 1896, ils passent à l'acte. Ils prennent la capitale, Kumasi, et capturent le roi. Et pour Ya Asantewa, là, l'affront devient personnel. Son propre petit-fils, qu'elle avait aidé à placer sur le trône, fait partie des exilés. Pendant 4 ans, le peuple vit sous occupation, humilié. Et puis, en mars 1900, arrive l'insulte suprême. Le point de bascule, le voilà. Le gouverneur britannique, Frederick Hodgson, convoque les chefs Ashanti restants. Très sûr de lui, il ne demande pas seulement le trône. Non, il exige qu'on le lui apporte pour qu'il puisse s'y asseoir. C'est une incompréhension culturelle totale et surtout un sacrilège absolu. C'est comme demander l'âme d'un peuple pour en faire un repose-pied. L'humiliation est totale. C'est dans ce contexte d'humiliation et de peur que va se jouer une scène qui va changer l'histoire. Une réunion secrète a lieu et c'est là qu'une voix complètement inattendue va s'élever et tout faire basculer. L'ambiance dans cette réunion est pesante. Les chefs sont vaincus, leur roi est en exil. La puissance de feu britannique est écrasante. La peur paralyse tout le monde et l'impensable est sur la table, céder le trône d'or pour éviter un massacre. Le silence est lourd. Et c'est à ce moment-là que Ya Asantewa se lève. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre. Elle ne fait pas qu'un discours, elle couvre de honte les chefs qui hésitent. Elle leur rappelle le courage de leurs ancêtres et termine par cet ultimatum incroyable. En un instant, la peur se transforme en fureur. La flamme de la résistance est ravivée. Ya Asantewa n'est plus seulement une reine-mère, elle vient d'être désignée commandante en chef de l'armée Ashanti. Ça y est, la décision est prise, la guerre est déclarée. Et elle ne portera pas le nom d'une bataille pour un territoire, non. Elle portera le nom de sa cause sacrée, la guerre du trône d'or, ou comme on l'appelle le plus souvent Ghana, la guerre de Ya Asantewa. Suite à son appel, près de 12 000 guerriers se rassemblent. C'est une force considérable. Des jeunes hommes sortent de vieux fusils, d'autres n'ont que des lances. Et ce n'est pas qu'une armée d'hommes. Les femmes jouent un rôle crucial. Elles soignent, elles ravitaillent et beaucoup prennent aussi les armes. En fait, c'est tout un peuple qui se soulève. Au début, leur stratégie est brillante. Les Ashanti assiègent le fort britannique de Kumasi et ils coupent le gouverneur et ses troupes du monde extérieur pendant des mois. Mais la guerre reste profondément inégale. L'Empire britannique envoie des milliers de renforts avec des armes modernes. Face aux canons, aux mitrailleuses, le courage seul ne suffit plus.
Après une résistance acharnée, la rébellion est écrasée. En décembre, Yaa-Asantewaa est finalement capturé. Le coût de ce combat est terrible. D'ailleurs, ce fut la plus sanglante de toutes les guerres anglo-ashanti. On estime à 2000 le nombre de guerriers ashanti tués, contre environ 1000 soldats du côté britannique et colonial. Ces chiffres, ils montrent bien la brutalité de la répression et la détermination incroyable des combattants. Donc, militairement, c'est une défaite. Le territoire Ashanti est officiellement annexé par les Britanniques. On pourrait se dire, voilà, c'est la fin de l'histoire, une fin tragique. Mais c'est là que le récit prend une tournure complètement inattendue. Yaa-Asantewaa est déportée à des milliers de kilomètres, aux Seychelles. Elle s'éteindra là-bas 20 ans plus tard. Une fin en exil, loin de sa terre. Mais, et c'est un mais capital, les Britanniques n'ont jamais mis la main sur le trône d'or. Il est resté caché. L'âme de la nation était sauve. D'un point de vue culturel et spirituel, l'objectif de Yaa-Asantewaa était donc atteint. Et c'est ici que commence une autre bataille, la bataille de la mémoire. Dans les archives coloniales britanniques, on la décrit comme une simple insurgée, un personnage presque secondaire. Mais dans la mémoire ghanéenne, c'est elle l'héroïne centrale. La guerre porte son nom, et ça change tout. C'est la preuve qu'une défaite militaire peut se transformer en une victoire morale et narrative éclatante. Aujourd'hui, son héritage est immense. Au Ghana, c'est une héroïne nationale. Des épaules prestigieuses pour filles portent son nom. Elle est devenue un symbole de la résistance face à la domination, une inspiration pour les mouvements d'indépendance des années 50 et 60 et une véritable icône féministe africaine. La femme est morte en exil, oui, mais la légende, elle, ne faisait que commencer. Finalement, l'histoire de Yaa-Asantewaa nous laisse avec cette réflexion puissante. Son récit, un temps effacé par les archives du vainqueur, a été reconquis et célébré par son peuple. C'est un rappel que l'histoire, ce n'est jamais figé. C'est un champ de bataille où la narration est aussi importante que l'événement lui-même.